Bonjour à tous, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers membres, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. J'ai, en ma qualité de président du Club Ville Aménagement, le privilège et le grand plaisir d'ouvrir les 9e entretiens. Permettez-moi un propos liminaire sur notre condition d'aménageur. J'ai la conviction, depuis longtemps, de faire un métier exigeant, prenant, mais formidable. Je suis pleinement conscient de la chance que j'ai de l'exercer. Et bien sûr, ce métier se complexifie, se technicise. Nous aurons tout le loisir d'en rendre compte pendant ces 2 jours, et d'une certaine façon, c'est tant mieux. Je crois néanmoins que nous demeurons des artisans, l'intérêt général chevillé au corps, tout entier accaparé par notre mission, l'art de bâtir la ville au service de ses habitants. Le métier change, la vocation demeure. Un art sans certitude, il s'agit plutôt d'un savant assemblage de savoir-faire, d'expérimentation et, osons le mot, de bricolage avec le réel. Bien entendu, construire des morceaux de ville, nous ne le faisons pas seuls. Sans vision politique, monsieur le maire, pas de projet urbain. Sans maître d'œuvre qui nous permettent de passer du dessin au dessin, rien n'est possible. Sans citoyens pour nous faire voir le réel de leur vie et nous soumettre leurs idées, nous ferions fausse route. Sans promoteurs, sans banquiers, pour prendre des risques sur nos opérations, elles ne verraient pas le jour. Sans services urbains efficaces, nos villes ne fonctionneraient pas. Sans artistes, sans collectifs pour détourner nos regards et nous obliger à faire quelquefois autrement, nous ne progresserions pas. Nous sommes tous, ici, avec nos différences pour en débattre. Faire, analyser sa pratique, la faire évoluer et partager, tels sont les objectifs du club et la raison d'être de ces entretiens. J'aimerais un instant revenir aux fondamentaux du club, institué par le regretté François Hacher, être à la confluence de la réflexion et de la pratique de la fabrique urbaine. Les deux ont naturellement partie liée et nous n'avons pas cessé depuis 30 ans de passer d'une rive à l'autre et d'interroger les croisements. Nous sommes au club en permanence, les pieds dans la glaise de nos opérations et la tête dans les étoiles. Les entretiens, notre colloque, intervenant à fréquence régulière et fixe, jalonnent ce dialogue fécond entre recherche et pratique et leurs ressources. À l'image du club, cette manifestation est résolument inscrite dans les territoires. Rennes en 2013, Strasbourg en 2016, cette année à Toulouse. Au même titre qu'il n'y a pas d'aménagement sans regard sur le contexte, le colloque ne saurait exister sans prise avec un territoire. Et nous sommes particulièrement heureux que ces 9e entretiens aient lieu à Toulouse. Il vous sera donné aujourd'hui l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les profondes dynamiques à l'œuvre au sein de la métropole occitane, qu'elles concernent la rénovation urbaine, la reconversion d'entreprises industrielles, l'accompagnement du développement industriel avec Airbus City, la manière de composer avec le grand paysage et les usages, la reconquête des frics ferroviaires, la revalorisation du centre-ville ou la transformation d'une zone d'activité autour du nouveau parc des expositions du centre de convention. Je vous laisse le soin de découvrir cette ville en mouvement à travers les 12 visites au profil varié que vous pourrez pratiquer tout à l'heure. Je tiens personnellement, en mon nom et au nom du club, à vous remercier, monsieur le maire de Toulouse, de nous accompagner lors de cette matinée et d'avoir accepté de débattre avec nous lors de la plénière d'ouverture. Ces entretiens sont produits tous les 3 ans. Ça peut paraître long à l'époque actuelle, mais c'est à la fois très court dans le temps de la ville. Vous l'avez probablement constaté en lisant le programme, il ne s'agit pas d'un colloque comme les autres. La programmation de ces 2 jours est le résultat d'un travail et d'une mobilisation intitupérsonnée des membres du club, qui ont pour l'essentiel tous un autre travail, et qui, avec nos partenaires, réunis en groupe de travail, pendant toute cette durée, ont produit la matière dont nous débattrons. Que l'ensemble des contributeurs, animateurs, pilotes, participants, assistants à maîtrise d'ouvrage soient ici remerciés pour leur engagement total et la qualité de leurs réflexions et de leurs propositions. Ces travaux seraient difficiles si le PUCA, la Banque des Territoires, qui nous accompagne depuis des années, n'était pas à nos côtés, qu'ils en soient également remerciés. Les thèmes fixés à l'issue des entretiens de Strasbourg, dont nous reparlerons tout à l'heure, sont toujours là. D'autres sujets non étrangers à l'actualité ont également émergé à la faveur des échanges et nous en reparlerons. Le programme est foisonnant et éclectique. Nous espérons qu'il vous passionnera et répondra à vos attentes. Pour ceux qui pratiquent ces entretiens depuis quelque temps, nous en sommes au 9e, vous allez constater que nous avons fait évoluer le format.
Aux séances plénières et aux grands débats s'ajoutent aujourd'hui des plus petits formats, plus compacts, permettant de resserrer les sujets et d'approfondir les aspects techniques qui déterminent toujours plus la qualité des projets que nous portons. Le programme est dense et à la carte. Il vous est possible de suivre un parcours complet autour d'une thématique, disons par exemple la ville pas chiante, en déclinant plateau et atelier. Vous saurez tout sur les AMI, l'habitat coproduit, l'urbanisme temporaire et leur rôle dans la lutte contre une forme de ville générique. Et vous pouvez également préférer, panacher, composer le programme de vos 2 jours en fonction de vos attentes et de vos problématiques et passer des nouveaux modes de financement de la ville à la ville numérique avec un détour par la manière dont le travail se développe aujourd'hui dans nos villes et les façonne. On peut d'ores et déjà partager quelques constats qui transcendent toutes les thématiques. La présence très forte dans l'actualité des enjeux liés à la fabrique des territoires et de tous les territoires nous interpelle. Le besoin de renouveler le jeu des acteurs, fait patent dans tous les groupes de travail, est prégnant. Le métier se complexifie. On disait déjà ça il y a 20 ans, quand j'ai commencé à participer aux travaux du club. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Le cadre réglementaire, les défis techniques et sociétaux, la financiarisation des produits que l'on produit, la transition écologique et numérique, autant de sujets sur la table qu'il nous importe de connaître. C'est notre rôle d'en débattre et nous le ferons aujourd'hui. 2 interpellations fondamentales au-delà des décryptages des grands sujets d'actualité. 2 thèmes nous tiennent particulièrement à cœur, à tel point que nous avons décidé d'y consacrer nos plénières d'ouverture et de clôture. 2 sujets qui nous invitent à sortir de nos petits périmètres de nos opérations d'aménagement et à voir plus grand et plus loin. La prise de conscience et la responsabilité des aménageurs face au changement climatique. La transformation de nos métiers, le changement nécessaire de nos pratiques, il convient de l'imaginer à différents niveaux, à la fois dans une certaine économie de moyens et dans la capacité à construire une ville plus résiliente. C'est le débat que nous aurons demain après-midi lors de la plénière de clôture. De la même façon, nous ne pouvons pas ignorer la problématique des grands territoires périurbains. Ils font partie de la solution à la question climatique et nous obligent à inventer une ingénierie à leur échelle. Notre capacité à faire du projet est le cœur de nos métiers. Il est temps de créer les conditions d'intervention à une échelle qui dépasse celle des grandes opérations emblématiques. La résilience est à cette condition. J'adresse maintenant tous mes remerciements, encore une fois, à Monsieur le maire de Toulouse, président de France Urbaine, pour sa présence, à Opidea et Europolia qui nous accueillent, au PUCA et la Banque de Territoire, nos partenaires historiques, et j'insiste, à l'ensemble des partenaires privés qui, ici à Toulouse, nous ont soutenus. Ils apparaissent derrière moi. Leur engagement montre leur implication dans la fabrique de cette métropole. Merci à eux pour leur confiance et leur soutien précieux. Sans eux, nous ne serions pas tous dans cette salle. Et bien sûr, merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre présence pendant ces 2 jours. Avant de laisser la parole au maire de Toulouse, un dernier message personnel. Je vous l'ai dit en commençant ce discours, je pense que tous dans cette salle, nous participons à un vrai métier qui est l'acte de construire des morceaux de ville. Nous construisons des morceaux de ville. Ces morceaux de ville sont pour nos compatriotes des endroits pour vivre. Je pense qu'il faut ne pas l'oublier et que cela nous oblige. Merci à vous. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, mes premiers mots sont bien évidemment pour vous souhaiter la bienvenue, en mon nom personnel, mais également au nom de tous mes collègues, notamment ceux qui sont présents ce matin à mes côtés, Annette Legnaud, Gilles Broquer, Alain Topan, au nom également des équipes des 2 sociétés d'aménagement qui sont les bras armés pour la concrétisation de nos projets, Opidea et Europolia. C'est un grand plaisir et croyez bien que ce n'est pas une simple formule de politesse classique, puisque c'est la première fois que Toulouse a la chance d'accueillir les entretiens de l'aménagement. C'est la première fois pour la 9e édition. Donc on a été à la fois patient et déterminé pour dire que tout le plaisir serait pour nous. Et j'espère que ce séjour sera utile à la fois en termes d'échanges, d'entretien et également de découverte de ce que nous faisons.
La particularité de Toulouse, de son agglomération, c'est que depuis une vingtaine d'années, elle bat tous les records de croissance lorsqu'on la compare aux autres agglomérations de notre pays. Croissance économique d'abord, 150 000 emplois créés en 20 ans, qui génèrent une croissance démographique record sur l'aire urbaine toulousaine, grosso modo en moyenne 20 000 nouveaux habitants par an, c'est-à-dire 40% de la progression démographique de l'ensemble de la région Occitanie. Et sur ces 20 000 habitants par an, eh bien 12 000 arrivent dans le territoire de la métropole et ses 37 communes. Donc le premier défi qui nous est posé de manière générale et en termes d'aménagement en particulier, c'est bien celui de notre capacité à accueillir une telle croissance tout en permettant au dynamisme économique qui la sous-tend et qui l'explique de perdurer et d'être conforté. Nous avons, avec mes collègues, défini un certain nombre de projets qui essaient de répondre aux multiples défis qui nous sont posés. Nous venons d'adopter, après 4 longues années de travail, mais de travail fructueux, respectueux, collaboratif, un PLUiH qui donne la feuille de route en termes de production de logements et qui opère pour la première fois une unification des règles d'urbanisme sur les 37 communes de notre métropole. Notre métropole, 37 communes, 775 000 habitants, et l'objectif de produire quelques 7 000 logements par an. C'est effectivement le chiffre qui nous paraît nécessaire pour faire face aux besoins de cette croissance, avec, je dois le dire, un accord politique entre élus, puisqu'on a réussi à trouver l'unanimité, malgré la diversité politique des uns et des autres, et aussi la diversité de situation des communes. Toulouse, 475 000 habitants au bout de l'échelle, et à l'autre bout, Mondouzil, dont je fais régulièrement la publicité, 250 habitants. Malgré cette diversité, nous avons réussi à nous mettre d'accord. Et Toulouse devra produire chaque année 3 500 logements et les autres communes le même nombre. Nous nous sommes mis d'accord aussi, ça a été un autre débat, sur la production du logement social avec un volontarisme qui nous a réunis, c'est-à-dire 35% de logement social dans les communes concernées par la loi. Donc vous le voyez, là aussi, un très grand volontarisme, mais je crois qu'il est nécessaire. Concomitamment, nous avons signé avec l'État, après moultes années de discussions, le nouveau programme de renouvellement urbain, avec un volet sur les copropriétés dégradées. Ça représente un engagement de 1,3 milliard, un engagement considérable, puisque nous avons une particularité ici à Toulouse, c'est que la superficie communale de la ville-centre étant très étendue, je rappelle que Toulouse est plus vaste que Paris, on a 500 hectares de plus que la commune de Paris, eh bien ce qu'on appelle ailleurs les banlieues n'existe pas, ou du moins les banlieues sont à l'intérieur du territoire communal toulousain. 13% de la population toulousaine est habitante d'un quartier prioritaire. Donc nous avons ce défi-là parce que, à côté des succès économiques qu'il nous faut conforter, il ne s'agit pas d'oublier ce qui risque d'être à côté de la croissance et à côté des succès toulousains. Pour l'économie, et avec le concours de nos sociétés d'aménagement, nous sommes engagés dans de grands projets et je pense que vous pourrez en découvrir un certain nombre. Il s'agit d'abord de conforter les atouts qui font le succès premier et la réputation leader de Toulouse. L'aéronautique, l'espace, les systèmes embarqués, et c'est le projet que nous développons depuis quelques années à Montaudran, là où toute l'histoire aéronautique a commencé il y a un siècle, pour conforter un campus sur les emplois de demain
dans ces domaines d'excellence-là, adossés à un pôle de compétitivité qui est le premier de tous les pôles de compétitivité français et de dimension mondiale. L'idée de diversifier la caractéristique et les atouts de l'économie toulousaine est bien évidemment une de nos préoccupations. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, nous développons sur le site de l'Oncopole, qui est un site de reconversion, puisque c'est là où il y avait l'industrie chimique et que s'est produit le tragique accident d'AZF, l'explosion de septembre 2001. Nous développons un projet qui est déjà bien avancé sur l'oncologie et plus largement les sciences du vivant et toute l'économie qui tourne autour des enjeux de la santé. Et vous imaginez bien que dans une métropole aussi importante que Toulouse, ce sont des enjeux considérables avec, là aussi, des acteurs multiples, nombreux, à accorder et à conforter. Il y a déjà 5000 emplois sur place. Un projet important, pas très loin d'ici, c'est la transformation du quartier du Grand Matabio, c'est-à-dire le quartier de la gare. Nous nous battons pour avoir la LGV, c'est pas encore gagné, mais bon, on a marqué un point important à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Mais bon, sans attendre cela, nous transformons le quartier de la gare en relation avec, bien évidemment, la SNCF. Au total, un projet sur 134 hectares et une transformation qui doit donner, ici là, une extension du cœur de ville. On a une gare qui n'est pas très loin du centre-ville. Il s'agit donc de construire un nouveau quartier et en même temps d'étendre le centre-ville. On a commencé par les aménagements publics, leur revalorisation, leur embellissement, et nous allons bientôt démarrer le projet économique et la capacité pour nous de développer une offre de bureaux dans un endroit qui en manque cruellement depuis très longtemps, c'est-à-dire au cœur du centre-ville. Un projet qui est bien avancé puisque dans 12 mois exactement, nous le mettrons en service. C'est le nouveau parc des expositions. On a un vieux parc des expositions quasiment à bout de souffle et nous avons ce projet qui est un projet parmi les plus importants. Au total, en TTC, tous aménagements confondus, on n'est pas loin de 380 millions d'euros, qui va permettre à Toulouse de s'inscrire au 3e rang au niveau national des villes de province pour la capacité à accueillir des congrès. Et autour de ce nouveau centre, de ce MIT, puisque nous l'avons appelé ainsi, nous allons également aménager, et nous commençons à le faire, une zone d'activité. Donc un nouveau poumon économique situé de manière assez stratégique, pas très loin de l'aéroport. Voilà de grands projets d'aménagement qui sont aussi des projets qui confortent ou qui conforteront l'économie toulousaine. Nous avons d'autres défis à relever parce que vous imaginez bien que ce développement de la ville, parfois, suscite des inquiétudes. Nos concitoyens aimeraient que les choses aillent plus lentement, plus doucement, et il faut passer beaucoup de temps dans les concertations. L'exigence citoyenne, vous le savez, n'a jamais été aussi forte, et nous y répondons, nous nous efforçons d'y répondre avec d'autres nécessités qui apparaissent, qui sont comme des conditions pour que le citoyen accepte que la ville se développe et que la métropole se construise. J'en citerai 2 qui sont dans les axes des orientations que nous essayons de concrétiser: la mise en valeur du patrimoine et le renforcement de la place de la nature en ville. La mise en valeur du patrimoine, elle se traduit par un ambitieux plan inédit dans son ampleur et sa globalité, de mise en valeur du cœur historique de Toulouse, à la fois des opérations sur le bâti, sur des rues emblématiques, avec une requalification totale
de l'espace public, et puis la mise en valeur de la Garonne, des berges de la Garonne, pour renforcer la trame naturelle au cœur de Toulouse. Et lorsqu'on fait ça, on renforce l'identité toulousaine et on fait passer le message que la ville de demain que l'on construit, que l'on doit construire, elle ne doit pas pour autant tourner le dos à ce qui fait depuis longtemps la spécificité de Toulouse et la fierté de Toulouse. Vous le voyez à travers ces quelques exemples, et mon propos est volontairement incomplet, parce qu'il n'y a rien de mieux que la découverte et les visites que vous ferez sur le terrain à travers les 12 propositions qui vous sont faites. Vous le savez, vous le voyez, ces questions-là, on les retrouve en réalité dans beaucoup de nos villes, dans beaucoup de nos grandes agglomérations urbaines. Comment fabrique-t-on la ville? Comment fabrique-t-on la ville avec la participation des citoyens et donc avec leur accord? Comment concilier notre volonté d'être ambitieux avec l'acceptation démocratique et sociale? Moi, quand je vais dans un quartier de Toulouse, on me dit « Oui, monsieur le maire, il faut construire. Bien sûr, nous accueillons de nouveaux habitants, nous le savons, mais pas ici. » Le problème, c'est que j'entends ce discours dans tous les quartiers de Toulouse. Et mes collègues maires des autres communes entendent le même discours également. Donc à un moment, il faut qu'on avance, sinon on faillit à notre devoir d'élu. Il faut qu'on fasse participer les gens. Mais à un moment, il faut tout de même décider, et on sait que c'est pas tous les jours facile. Donc cette question de l'acceptabilité citoyenne, elle se pose avec acuité dans les villes et les métropoles en plein développement. Sur la nature en ville, je crois qu'il n'est pas nécessaire que je fasse de longs développements, mais chacun sait bien qu'à l'heure du réchauffement climatique, je crois qu'il n'y a plus que le président des États-Unis pour en contester la réalité, on doit construire les villes autrement. Et reconnaissons que depuis la Seconde Guerre mondiale et le développement urbain que nous avons connu, les villes, nous les avons construites essentiellement ou d'abord en les minéralisant. Il faut maintenant qu'on continue à les développer. C'est ça la difficulté. Mais avec à l'intérieur une place redonnée à la nature qui soit bien plus équilibrée. On a décidé l'option à Toulouse, il y a quelques mois, que dans les 10 ans qui viennent, nous planterions 100 000 arbres sur le territoire de la commune. C'est très sympa, mais c'est un sacré défi. Ça veut dire qu'on va multiplier par 3 le nombre de plantations qui déjà n'est pas neutre. Mais je crois véritablement que cette réintroduction volontariste de la nature en ville, c'est une des conditions de l'acceptation du développement urbain. Et cela vient complexifier la tâche qui est la nôtre, que nous soyons élus ou professionnels de l'aménagement. En même temps, la complexité, c'est ce qui est exaltant. Les choses simples sont banales. Donc, en matière de complexité, le président évoquait cela avec des souvenirs qu'il faisait remonter à 20 ans. Nous sommes servis. Et tant mieux, finalement, parce que ça promet d'autres rencontres entre nous, ça nourrit la nécessité de nous parler, et ce que je souhaite, c'est que ces journées toulousaines soient l'occasion pour vous tous, d'abord de découvrir Toulouse, de mieux connaître Toulouse. Il n'y a pas que le rugby. Il y a le rugby, c'est important, vous l'avez noté. Mais il n'y a pas que le rugby, et en même temps que ça vous permette d'échanger, d'enrichir la réflexion des uns et des autres pour les choix que nous aurons à faire et les projets que nous aurons à conduire dans nos villes respectives. Bon congrès à chacune et chacun de vous. Merci, Monsieur le maire. Je vous invite à revenir sur scène puisque vous allez participer au débat de la plénière.
ainsi que Madame Rosa Mignot, Laurent Théry, Aurélien Delpirou. Oh bah, où vous voulez. Alors, cette plénière, bonjour à tous, pardon, cette plénière est consacrée au projet à l'échelle des grands territoires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces grands territoires? De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle des territoires non métropolitains mais néanmoins urbanisés, ce fameux périurbain dont la définition n'est pas très claire toujours et surtout pas la même pour tous? Et pourtant, ces territoires à grande échelle et ces territoires étendus, ce sont plutôt de petits territoires quand on les prend chacun séparément. Ou alors, est-ce qu'on parle des territoires que l'on définit d'abord par leur vide? Vide parce qu'il n'y aurait pas de ville, mais est-ce que c'est ça du vide? Parce que là où il n'y a pas de ville, pourtant il y a de la ressource. Et un décret en cours sur les grands sites classés les amène aussi opportunément sur le devant de la scène. Et paradoxalement, ces grands territoires, ce n'est que 2% du territoire. Alors, on commence par les premiers, ce périurbain, parce que c'est là qu'est l'actualité. Et je crois que sans la crise des Gilets jaunes, le mot n'a pas été prononcé, mais moi je le fais. Je ne suis pas sûre qu'un colloque sur l'aménagement aurait commencé par un impensé de l'aménagement, justement. Le périurbain, c'est justement là où les aménageurs interviennent peu ou pas. Et ces territoires, surtout leurs habitants, se sont récemment et violemment rappelés à notre, et surtout à votre bon souvenir. Ce sont des territoires réputés sans qualité, que les politiques d'aménagement ont oublié, négligé, ignoré depuis les grandes politiques d'État jusqu'aux politiques après la décentralisation, des politiques plus locales qui sont contenues dans les périmètres des communes, puis des métropoles. Mais sur les franges, qu'est-ce qui se passe dans les franges? Alors ces franges se retrouvent justement être l'inconnu d'une équation qu'on a du mal à résoudre, mais qui nous est apparue de façon évidente. Pour beaucoup, le coût individuel est désormais trop élevé pour habiter, vivre, circuler, travailler au cœur des métropoles. Et pour tous, le coût est également trop élevé pour garantir à tous ceux qui choisissent ou qui sont obligés de s'éloigner les mêmes conditions d'habitat, de mobilité, d'accès au travail, d'égalité, d'accès aux services publics au cœur de la métropole. Un côté, un coût individuel trop élevé, de l'autre, un coût collectif trop élevé. Et comment est-ce qu'on résout cette équation? Pourtant, du point de vue de l'aménagement, c'est bien dans ces secteurs non aménagés que se fait la ville, puisque finalement, la construction, le développement urbain se fait plus en secteur diffus qu'en secteur aménagé. Il y a une époque où le rapport était de 20-80, je ne sais pas si c'est encore le même aujourd'hui. Donc des lotissements, des centres commerciaux, des routes, les fameux ronds-points, occupés parce qu'ils constituaient un point de contrôle, mais aussi le seul espace public non marchand et non commercial dans ces territoires-là. Est-ce que les aménageurs peuvent, doivent, veulent intervenir sur ces territoires? C'est la question qu'on va essayer de résoudre, à laquelle on va essayer de répondre. Donc avec Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de France Urbaine, vous êtes aussi là à ce titre-là. Gisèle Rosa Mignot, qui est directrice du réseau de la Banque des Territoires. Aurélien Delpirou, vous êtes chercheur et acteur. Chercheur à Paris-Est et puis aussi acteur comme conseil à certaines collectivités. Et puis Laurent Théry, aménageur, on ne vous présente plus ici, mais vous avez eu une expérience à Lille, à Nantes, Saint-Nazaire, Marseille, etc. Et tous, vous intervenez à différentes étapes de la vision, du projet et du programme. Alors, donc ces grands territoires, moi je reste persuadée qu'on en parle bien à cause des Gilets jaunes, ou grâce à eux peut-être. Et est-ce que, monsieur le maire, vous avez été surpris? Ça vous a révélé cette crise vous a révélé des choses que vous ignoriez sur la fracture territoriale, soit sur le territoire de Toulouse, soit ailleurs en France? Juste, je vous demande, parce qu'on a pris énormément de retard, d'être assez bref dans vos réponses si on veut pouvoir aborder toutes les questions et que chacun puisse y répondre. Merci beaucoup. Je ne crois pas que les élus aient eu besoin de la crise des Gilets jaunes pour découvrir la question de la fracture territoriale.
La problématique est de savoir comment on pose le sujet. Jusqu'ici, à mon goût en tout cas, comme président de France Urbaine, c'est-à-dire président de l'association qui regroupe tous les maires de grandes villes et présidents d'intercommunalités les plus importantes, nous l'avons posé en termes de nécessité de coopération entre élus urbains et élus ruraux. En général, le monde politique étant dominé par, non pas les élus urbains, mais tous les autres, ce n'est pas ce discours qu'on entend. Ça fait plusieurs années que l'on entend un discours d'opposition entre le rural et l'urbain. Les métropoles sont désignées du doigt comme étant les coupables, les riches, qui rejettent les pauvres, qui accumulent de manière égoïste les richesses. Autrement dit, la fracture territoriale, elle est précédée d'un discours politique dangereux, tenu par des hommes ou femmes politiques de droite comme de gauche, et qui, justement, tend à accentuer un clivage. Nous essayons, nous, à France Urbaine, mais nous nous savons minoritaires dans le système politique français, nous essayons au contraire de dire que les métropoles sont un atout pour le pays, que si le pays n'avait pas de métropole, alors il n'aurait pas sa capacité d'innovation et de croissance, et que plutôt que d'opposer, mieux vaut rechercher des formes de coopération entre intercommunalités urbaines les plus dynamiques et intercommunalités rurales. C'est une pensée qui est politiquement très incorrecte. Elle heurte le tout-puissant lobby des conseils départementaux, avec le gardien du temple que constitue le Sénat. Voilà, vous faites de la politique. Voilà. Le verrou que constitue l'association des maires de grandes villes, des maires de France. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai pas été étonné de cette crise parce qu'elle était précédée de tous ces discours politiques-là. Et il me semble que si on veut sortir de la crise, non pas dans la conjoncture politique, mais avec des démarches de fond, c'est-à-dire en s'attaquant aux problèmes de fond, alors il faut mettre en place, il faut systématiser, il faut généraliser des coopérations directes, sans intermédiaire, entre élus urbains et élus ruraux. Merci, on va y revenir sur des exemples tout à l'heure. Laurent Théry, pourquoi les aménageurs se réveillent maintenant? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ne pouvaient pas intervenir avant? Est-ce que des bilans de ZAC, ça ne tourne pas dans ces territoires? Bonjour à tous. Pourquoi les aménageurs n'intervenaient-ils pas avant sur ces grands territoires? Ces petits territoires qui en forment un grand. Territoires. Je pense que d'abord, il faudrait un peu approfondir l'analyse de ces grands territoires, de ce qu'ils sont, de ce qu'est le périurbain. Je pense qu'Aurélien Lépirou nous le proposera. Mais c'est effectivement les lieux sur lesquels s'est installée une part très importante de la croissance urbaine. Très importante. C'est l'explosion des aires urbaines de toutes les grandes villes françaises, et qui absorbent la majeure partie du développement démographique. Et c'est vrai que, je dirais que pendant ce temps, les agglomérations, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les aménageurs qui en dépendent, se sont centrés sur leur territoire, sur les territoires de leurs institutions, et on a fait la ville de qualité, la ville des grandes opérations, la ville de l'espace public, la ville de... Et pendant ce temps-là, se sont développés à la deuxième périphérie, sur ce périurbain, une multiplication énorme de lotissements, on dit des lotissements sans âme, dans lesquels il y a peu d'espace public, dans lesquels il n'y a pas de centralité. Bref. Mais parce que c'était plus facile dans les métropoles? Pardon? Parce que c'était plus facile à faire dans les métropoles? Mais parce que c'était le sujet des collectivités. Les collectivités, elles sont organisées pour organiser leur territoire. Donc, la première question, c'est l'émiettement municipal, communal. C'est celui-ci qui fait qu'il n'y a pas de maîtrise possible à la grande échelle, puisque chacun est responsable de sa parcelle. Voilà.
Ça, on n'y peut rien. C'est une réalité historique. Et je ne dis pas qu'il faut contester le rôle des maires, du tout. Je dis que l'effet de l'émiettement communal, eh ben, c'est cette diffraction, c'est cet étalement urbain qui est énorme et qui aujourd'hui a été effectivement quand même, d'une certaine façon, révélé par les... Enfin, non pas révélé parce que nous le savions. Nous savions qu'il y avait cette diffraction. Mais les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, nous a mis le doigt dessus. Il a mis le doigt dessus sur le coût que ça implique pour les déplacements domicile-travail, donc l'usage de l'automobile, le prix de l'essence, l'absence d'équipement public, la question des centres commerciaux qu'ils ont voulu bloquer au début, etc. Et le rôle des ronds-points, moi j'ai trouvé ça très symbolique, ce rôle des ronds-points qui devenait une sorte de centralité de mobilisation, faute de centralité existant dans ces périphéries. Donc le centre commercial, le lotissement, le rond-point sont les figures de cet étalement urbain qui n'a jusqu'à présent pas pu être maîtrisé pendant que, encore une fois, les institutions et les aménageurs s'occupaient de bien faire dans les territoires institutionnels. Alors, c'est des figures qu'on connaît. Ce qui a surpris, c'est qui les investissait, ces figures, et ces gens qui sont venus, puisque Éric Bazard disait on fait la ville pour des gens quand même, ce qui nous oblige, ce qui vous oblige en l'occurrence. Et finalement, ces gens-là, c'était aussi des très bons élèves, c'est-à-dire des personnes qui ont utilisé le prêt à taux zéro pour aller acheter leur maison un peu plus loin, qui ont utilisé les subventions qu'on leur proposait pour acheter des voitures, y compris du diesel. Donc, politique publique respectée, efficace, etc., pour finalement arriver à une situation où ces gens-là ne vivent plus bien cette situation et le manifestent. Donc Aurélien Delpiro, comment vous analysez-vous le fait que ces personnes soient coincées au bout d'un moment? Est-ce que c'est une conséquence de ce manque d'aménagement? Merci beaucoup. Alors je dirais que c'est la crise des Gilets jaunes, c'est d'abord une crise de l'entre-deux territorial. On l'a beaucoup analysé de manière binaire, centre-périphérie, concept concept de France périphérique qui a eu une certaine notoriété médiatique, qui voulait donc opposer territoire gagnant, territoire perdant, voilà, bobo des métropoles, prolo des espaces périurbains et ruraux. En réalité, aujourd'hui, on a un certain nombre d'enquêtes sur la base d'échantillons larges qui nous permettent de mieux connaître, comprendre les ressorts de la révolte des Gilets jaunes. Alors, les participants aux manifestations, aux occupations de ronds-points sont marqués par une très grande diversité sociale, même si on les rencontre plutôt, en effet, dans les fractions, on va dire, basses des classes moyennes, entre classe populaire, classe moyenne consolidée, et par une très grande diversité de leur espace de vie. C'est ça qui est assez frappant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal en fait à cartographier ce mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup de propriétaires néanmoins. Alors tout à fait, il y a un certain nombre de traits caractéristiques qu'on pourrait égrener, mais le plus marquant, c'est la motorisation, voire la surmotorisation de ces ménages. Ce qui explique cette idée d'entre-deux territorial. C'est-à-dire que, en effet, oui, on peut considérer, si c'est l'une des interrogations de votre séance plénière, que finalement les Gilets jaunes sont une manifestation de ces grands territoires périurbains. La crise s'est déclenchée sur la question du carburant. Parce que ce sont des ménages mobiles, ce sont des ménages qui vivent à 20, 30, 40, 50, parfois 80 km, dans des secteurs qu'on ne peut plus appréhender avec des catégories classiques, urbain, rural. Ce sont des vastes bassins qui sont sous l'influence souvent d'une métropole régionale, on le voit très bien autour de Toulouse, de Bordeaux, et qui se juxtaposent des fragments de villes denses, des bourgs revitalisés, des villes moyennes en difficulté, des villes moyennes au contraire qui vont bien. Donc on a vraiment une mosaïque de situations au sein de ces grands bassins, et les pratiques de ces ménages en fait sont marquées par la multimobilité, en fonction des loisirs, de la résidence, des pratiques de santé, des pratiques scolaires. Or, tout cela, bien sûr, ça a un coût. Ça a un coût, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un territoire français qui est marqué par des chaînes d'interdépendance, vraiment. On le sent tous dans nos pratiques. Voilà. On est beaucoup moins assigné à résidence, en quelque sorte.
mais pour bénéficier des ressources procurées par ces interdépendances, ça a un coût, et ça a notamment un coût en termes de pratiques de mobilité. C'est bien pour ça que j'allais dire l'allumette qui a déclenché la crise s'est focalisée autour de la question du carburant pour ensuite donner lieu à d'autres revendications. Donc voilà, on a parfois dit les gilets jaunes, ce sont des nowhere, ce sont des gens qui sont nulle part. Non seulement c'est extrêmement méprisant, quand on regarde la périphérie, c'est toujours depuis le centre. Moi, si je voulais filer la métaphore un petit peu de l'anglicisme, je dirais plutôt que c'est vraiment des in-between. C'est des gens qui sont... D'ailleurs, ils se définissent très rarement par des catégories territoriales. Ils ne sont ni urbains ni ruraux. Ils sont dans la multi-appartenance territoriale, presque dans le zapping territorial. On a pu appeler ça comme ça avec Daniel Béard. Sauf que, oui, ça a un coût social, spatial, écologique. On y reviendra. Merci. Madame Rossamino, donc directrice de la Banque des Territoires, donc Caisse des dépôts. Vous avez des produits financiers, des dispositifs de soutien qui sont adressés au cœur de ville, aux projets de rénovation urbaine, aux métropoles, etc. Pour ces territoires-là, est-ce qu'il y a des outils plus adaptés ? En fait, je rebondis d'abord. Bonjour à tous et à tous. Merci, Monsieur le maire, de nous accueillir dans cette ville de champions. Donc, merci beaucoup pour cet accueil. Alors, pour répondre à votre question, je dirais comme Monsieur le maire tout à l'heure, la Caisse des dépôts, elle a 200 ans d'histoire. Et finalement, elle a anticipé cette situation en fait, de déséquilibre territoriaux, quelque part. De quelle manière ? Je vais y revenir. Anticiper comment, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire comment on s'adresse à tous les territoires. Et finalement, le constat que la Caisse des dépôts a fait, c'est de dire, jusqu'ici, la Caisse des dépôts, pour des raisons très pratiques, s'adressait plutôt à des territoires plus faciles d'accès, bien sûr les métropoles, les grandes villes, etc. Et donc la volonté de la Caisse des dépôts aujourd'hui, c'est de s'adresser à tous les territoires, qu'ils soient périurbains, qu'ils soient ruraux ou qu'ils soient urbains. Oui, mais comment vous les identifiez ceux-là, justement ? Parce que ce n'est pas des cœurs de ville. Nous en fait, on identifie des choses très simples, très pragmatiques. Ce sont les projets. Il n'y a pas de petits territoires, il n'y a pas de grands territoires. Il y a des projets de territoire qui ont du sens dans un développement économique, dans un développement social, on va dire. Et donc, nous, on est sous l'angle du projet. Et donc, quel que soit le territoire et quel que soit, j'allais dire, qui le porte, on examine le projet et on regarde comment on peut contribuer au financement de ce projet qui fasse du sens au plan territorial. Alors on est très positionné, vous l'avez dit, Cœur de Ville, qui est un programme singulier en lui-même, pour lesquels on fait un peu du cousu humain avec ces 222 villes, mais on est aussi sur des centres-bourgs, on est également sur des territoires singuliers, territoires d'industrie. C'est aussi une caractéristique. Donc voilà, notre positionnement, il est en termes de projet et il n'est pas lié aux caractéristiques d'un territoire. Par contre, notre ambition, nous, elle est très très claire. C'est de favoriser 4 types de territoires. Des territoires plus inclusifs. Et Monsieur le maire parlait tout à l'heure de la question du logement. Le logement social est une priorité absolue de la Banque des territoires. Des territoires plus connectés. Quand vous avez un territoire qui n'est pas connecté, c'est un territoire où le sentiment de déclassement, et je reviens aux Gilets jaunes, je pense que le sentiment de déclassement est quelque chose qui a beaucoup animé ce mouvement. Et un territoire qui n'est pas connecté est un territoire dans lequel on se sent déclassé parce qu'on n'a pas accès, comme à ses voisins, à l'information et au mode d'échange. Territoire plus attractif, le périurbain, a besoin aussi de ce côté attractif et puis des territoires plus durables. Donc nous, ce sont les 4 axes de développement et toutes les impulsions qu'on peut donner, le financement qu'on peut donner dans toutes ces modalités sont dans ces visées-là. Merci. Alors le projet, justement, c'est parfaite transition. Laurent Théry, vous proposez d'essayer de créer quelque chose via des projets également, avec des outils qui restent à inventer, parce que ceux qui existent aujourd'hui, les outils d'aménagement, ne seraient pas forcément tout à fait adaptés et risqueraient même de rigidifier les choses dans ce genre de territoire. Oh, je ne crois effectivement pas que ce soit une question de procédure, de boîte à outils. Mais avant même, je voudrais quand même rajouter 2 petites choses.
c'est que cette question des grands territoires, elle est portée depuis très longtemps par un certain nombre d'acteurs. Et le club Ville Aménagement, un peu le premier, en 2009 a produit un ouvrage sous la direction d'Ariela Masmucci, d'Éric Bérard, qui était à l'époque le président du club, et David Mangin, urbaniste, architecte, qui est ici. Donc on a publié un livre, Agir sur les grands territoires, où l'analyse des réalités, où les méthodes, où les expériences, où les propositions elles sont là, elles existent. Ça fait 10 ans. Et donc, ça veut dire que la tâche est difficile, ardue. 10 ans à l'échelle de la construction de la ville, c'est pas beaucoup, mais non. A priori, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Ben, il s'est passé des choses, mais il ne s'est pas passé un mouvement de transformation effectif et très impactant. Moi-même, quand on a créé la SAMOA, la société d'aménagement que j'ai dirigée pour l'île de Nantes et à l'échelle de la grande métropole Nantes-Saint-Nazaire, nous avons porté cette question des grands territoires. Ça a commencé en 1999 avec des conférences métropolitaines. En 2019, eh bien, en dehors des agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire, il n'y a pas d'opération qui ait pu être mise en œuvre concrètement, efficacement, malgré une mobilisation des acteurs, malgré un outil particulier qui est le pôle métropolitain, malgré la participation d'urbanistes à la réflexion, aussi bien sur la question des bourgs que sur la question du littoral. Donc tout ce dispositif est en place, mais je crois qu'il y a en fait une résistance très forte des institutions, des cultures, à permettre ce passage à la transformation de ces territoires du périurbain. Voilà. Et donc, pour ça, il faut changer les méthodes, il faut innover. Et je crois que la première, c'est de ne pas avoir simplement une boîte à outils et des règlements, mais d'avoir des projets. Initier des projets. Et pour initier des projets, il faut avoir une ingénierie. Cette ingénierie, elle est souvent manquante. Donc, initier des projets, ça veut dire commencer par réfléchir sur une vision des territoires concernés. Qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Parce qu'il n'y a pas de territoire perdu, il n'y a pas de territoire sans intérêt, il y a toujours une matrice à développer. Encore faut-il y réfléchir, faut-il l'énoncer, et faut-il organiser autour de cette matrice les conditions, la réunion des acteurs, pour faire en sorte que ce mouvement de transformation se mette en œuvre. Donc, ça veut dire qu'il faut un peu inverser la méthode, ne pas commencer par la règle, la boîte à outils, commencer par le projet et faire en sorte qu'autour de ce projet, on puisse décliner des conditions de déroulement de projets opérationnels. Alors, c'est une question que je vais poser à vous quatre, c'est-à-dire le projet, oui. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de marché? C'est-à-dire que, aussi bien quand il s'agit de faire du développement économique, quand il s'agit de faire du financement de projet, quand il s'agit de l'aménager, il y a des endroits où la valeur du foncier est quasiment nulle, la valeur immobilière est quasiment nulle. Comment on fait dans ces cas-là? Et est-ce que ce n'est pas une des raisons pour lesquelles il ne se passe pas grand-chose ou parfois il ne se passe rien? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres valeurs à mettre en œuvre et peut-être qu'il faut les trouver. Donc je ne sais pas qui voudrait répondre en premier. Si je peux continuer. Moi, j'ai commencé par Saint-Nazaire. Parce que dans les années 80, c'était une ville à la dérive. Crise industrielle, risque de fermeture des chantiers navals, qualité urbaine très contestée, je vous en passe. C'était une ville en décroissance, en perte de population. Et les commerces fuyaient le centre-ville. Ils allaient essayer de trouver une petite place dans les quelques centres commerciaux de périphérie. Et le mouvement qui a été pris par la municipalité, à l'époque par Joël Batteux, avec toute une équipe que j'animais, on a essayé de développer un projet pour cette ville. Et parmi ces projets, juste pour en parler d'un, on a voulu développer un centre commercial au cœur de la ville, au milieu de la ville. Et pour ce faire, on avait fait appel à Claude Vasconi, mais aussi à un partenariat avec la Chambre de commerce. Et ce centre commercial, on l'a construit comme un projet public jusqu'au stade du permis de construire délivré.
Et à partir de là, alors que pas une seule chaîne ne voulait venir s'installer, pas une seule marque ne voulait venir à Saint-Nazaire, à partir du moment où le projet existait, on a créé la concurrence. Et on a pu choisir le groupe, en l'occurrence, ce qui était à l'origine d'ICAD, pour réaliser cette opération. Voilà. Et en choisissant celui qui respectait le plus l'architecture du projet qui était proposé. Donc vous voyez, on peut, alors que les conditions ne le permettaient pas, on peut créer des marchés à partir du moment où il y a un projet pour lequel on trouve le partenariat, pour lequel on énonce une qualité, une transformation de la ville, et que ceci est compris et reconnu par les habitants. Merci. Juste, j'en profite de cet exemple économique qui sera l'objet d'une table ronde suivante pour vous dire que tous les ateliers sont décalés d'une demi-heure pour qu'on puisse rattraper un peu le retard qu'on avait pris. Donc, vous pouvez rester un peu plus. Peut-être pour la Banque des Territoires, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut être capable aussi d'adapter nos offres. Et donc aussi d'avoir une vision, évidemment, de l'impact financier d'un projet pour le financeur, naturellement, mais aussi de l'impact extra-financier. L'impact en termes d'emploi, l'impact en termes environnemental. Et en tout cas, pour la Banque des Territoires, c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire, aujourd'hui, on examine aussi les projets sous l'angle financier, naturellement, mais aussi sous l'angle extra-financier. Et puis, je le disais, c'est adapter nos offres. C'est ce qu'on a fait, par exemple, je prends un exemple très concret sur les projets cœur de ville. Sur les projets cœur de ville, notre doctrine d'investissement est ajustée compte tenu, évidemment, des projets qui peuvent émerger dans ces cœurs de ville. Donc, avec une doctrine ajustée, ça veut dire avec accepter que le TRI ne soit pas celui qu'on a habituellement dans certains projets. C'est proposer que nous soyons parfois actionnaires majoritaires, alors que lorsqu'on fait du co-investissement, on est plutôt en minoritaire. Donc, c'est vraiment avoir une adaptation des offres pour répondre davantage aux projets qui, comme vous le dites, n'ont pas forcément une rentabilité forte, ou en tout cas à la hauteur de ce que certains pourraient attendre. Alors moi, je souscris entièrement à ça. Bon, je constate simplement quand même qu'on en est très loin. Hein. L'adaptation, la différenciation, la territorialisation, je crois qu'il y a un consensus là-dessus des acteurs, hein, publics, privés, des chercheurs, sur le fait que c'est une dynamique absolument incontournable pour pouvoir prendre en compte la spécificité de ces territoires, mais plusieurs signaux faibles nous montrent qu'il y a quand même un pas qui reste à franchir. Je me permets de rappeler deux choses avant. Vous disiez, il se passe rien. Il faut aussi peut-être arrêter les visions un petit peu trop victimisantes, hein, voire misérabilistes des territoires périurbains. Les territoires périurbains, c'est pas des zoos, hein, on crée de l'emploi. C'est là où se crée de l'emploi, c'est là où il y a de la population. Il ne se passe rien en termes d'aménagement. Non, en effet, mais j'y arrive. En réalité, en termes d'aménagement, investissement, c'est pareil. Il y a de l'investissement public considérable de fait dans les espaces périurbains. Un rond-point, hein, c'est 400 000 €. Il y en a à peu près 42 000 en France. Vous faites le calcul, c'est-à-dire la moitié des ronds-points de l'ensemble de l'Union européenne, comme la moitié des communes. Bon, voilà. Ensuite, il y a évidemment des... Mais maintenant qu'ils sont investis, ils ont Tout à fait. Et maintenant qu'ils ont une fonction sociale, en plus d'être un carrefour giratoire, vous voyez, c'est magnifique. En fait, c'est ça, c'était une forme de... Comment dire ? Prophétie autoréalisatrice. Il y a des mécanismes de redistribution, je le rappelle quand même, sociale et spatiale en France qui fonctionnent. On peut les améliorer, on peut améliorer leur lisibilité, leur efficacité, les indicateurs, mais ils fonctionnent puissamment vers les espaces ruraux, vers les franges, vers les espaces périurbains, qui soient volontaristes ou qui soient spontanés. C'est tous les travaux de Laurent Davzy sur la circulation des revenus, etc. Troisièmement, il n'y a pas d'abandon politique et social des territoires périurbains. Si vous regardez la représentativité politique, monsieur le maire en parlait, elle est très largement supérieure dans le Gers que dans la Seine-Saint-Denis. Au Sénat, évidemment, mais aussi à l'Assemblée nationale. Et si vous regardez même les indicateurs en taux d'équipement public, nombre de médecins, nombre d'enseignants, nombre de juges, il n'y a pas un seul département en France qui a des indicateurs plus mauvais que la Seine-Saint-Denis. Pas un seul, même pas le Cantal ou la Lozère, certainement pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Donc moi, en effet, mon mot, c'est plutôt impensé.
En effet, c'est pas, il se passe des choses, mais les moyens de l'aménagement du territoire, c'est clairement, ils ont été concentrés depuis 20 ans sur les métropoles, on peut pas le nier, mais je dirais c'est surtout les référentiels, c'est surtout nos catégories, nos façons de penser et d'élaborer les politiques publiques qui, en quelque sorte, ont zappé cet entre-deux territorial. Dans les grandes villes, on sait faire. Laurent Théry l'a rappelé. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais on sait faire. On a une boîte à outils, on a des leviers de financement, et encore une fois, on a même des concepts qui sont bien documentés, on a des cahiers de référence. Voilà. Dans les espaces ruraux à faible densité, on sait faire, parce qu'il y a des handicaps structurels qui sont identifiés. Dans l'entre-deux, c'est dur. C'est beaucoup plus dur. Alors oui, pour l'adaptation, la territorialisation, sauf qu'en réalité, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même très largement dupliqué de ce qu'on fait dans les grandes villes. C'est dupliqué en plus petit parce que Laurent Théry l'a dit, il y a moins de moyens, l'ingénierie est plus modeste, il y a des contraintes financières, les populations sont pas tout à fait les mêmes, c'est pas le même pouvoir d'achat, c'est pas les mêmes taux de motorisation, on le voit dans les politiques de mobilité. Et vous prenez Cœur de Ville comme exemple, mais Cœur de Ville comme exemple, les points cardinaux de Cœur de Ville, c'est attractivité, compétitivité, politique de l'offre, relance de la création de commerce. Et donc on fait comme si il y avait un robinet du développement commercial et économique qui coulait, qu'il fallait réorienter maintenant sur les centres parce qu'on s'est rendu compte qu'en effet, on l'avait pas bien orienté et donc il a coulé, il s'est déversé comme ça dans les franges périurbaines en créant des déséquilibres importants qu'il faut maintenant traiter. Mais il y a des territoires où en fait le robinet ne coulera plus, ou en tout cas pas sous cette forme-là. Et je pense que ce changement presque idéologique, on en est encore loin aujourd'hui dans le champ des politiques publiques en France. Merci. Monsieur Moudinque, je crois qu'à Toulouse, vous avez mis en place des mécanismes de compensation justement entre les territoires les plus centraux et peut-être et des périphéries qui ont des avantages moins faciles. Alors, avant de répondre directement à cette question, je veux aller sur la question générale sur laquelle ont répondu les précédents orateurs, pour introduire deux, trois pistes de réflexion. Dans les territoires périurbains, si on veut qu'ils décollent d'un point de vue de leur développement, il faut des projets. Pour des projets, il faut de l'ingénierie et il faut des moyens. Sur les projets, ce n'est pas les élus urbains que nous sommes qui pouvons les impulser. Ce sont aux élus de ces territoires d'avoir des idées, de déterminer quelle est la niche, la spécificité qu'ils ont et sur laquelle ils pourraient inventer un projet et prospérer. Sur l'ingénierie, là, il y a un vrai déficit, parce qu'effectivement, les structures communales, intercommunales de ces territoires ne sont pas outillées. Et c'est la raison pour laquelle, à France Urbaine, nous plaidons, et dans le cadre de la future agence des territoires, c'est ce que j'ai été amené à suggérer dès l'année dernière, nous plaidons pour que les outils que nous avons, nous, qui sont des outils anciens, expérimentés, et en même temps qui se sont adaptés aux défis nouveaux, que ces outils ne soient pas uniquement réservés aux commandes des élus urbains que nous sommes et aux projets urbains. Je trouve que ça serait très intéressant et ça serait une solidarité concrète que de dire que les outils multiples que nous avons dans l'aménagement et dans d'autres questions, eh bien, les élus ruraux, les élus périurbains puissent eux aussi en bénéficier. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, ou la deuxième réflexion, c'est la question des moyens, parce qu'une fois qu'on a élaboré un projet, il faut des moyens. Et dans les moyens de financement, il y a toujours des deniers publics. Et là, je vais dire une vérité qui n'est pas souvent dite, parce que c'est une vérité qui fâche. Et donc, dans le débat sur cette thématique, elle est peu souvent formulée. C'est le taux d'effort fiscal des habitants concernés. Quand vous prenez à Toulouse et dans n'importe quelle grande ville ou métropole la part du revenu qu'un foyer consacre au paiement de ses impôts locaux et que vous faites la même opération dans le secteur
périurbain, vous vous apercevrez que l'effort fiscal, proportionnellement aux revenus, hein, je ne suis pas en train de parler des riches ou des moins riches, non, proportionnellement à son revenu, eh bien la part d'effort fiscal dans la périurbanité, elle est beaucoup plus faible. Résultat, les élus, effectivement, ont moins de moyens pour financer des projets, ont moins de moyens pour développer des services publics de proximité. Les taxes foncières et les taxes foncières et les taxes d'habitation les taxes foncières et les taxes d'habitation sont plus faibles en général au cœur des métropoles que dans la périphérie. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, vous avez, par conséquent, un déficit des services publics de proximité dans ces territoires périurbains. Donc, à un moment, il faut aussi savoir ce que l'on veut. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que s'il n'y a pas de projet, et le projet doit être impulsé par la puissance publique locale, alors les investisseurs privés ne seront pas invités à porter leur attention sur ces territoires et à y développer leurs propres projets en les agrégeant aux projets publics. Alors ensuite, sur votre question à vous, précisément, juste sur ce qu'on fait nous. Alors, on a initié depuis 2 ans des coopérations, effectivement, avec un certain nombre de territoires ruraux, notamment le Gers, depuis peu le bassin de Tarbes, bientôt le sud de la Haute-Garonne, c'est-à-dire le Comminges. Et un des enjeux dans lequel je crois beaucoup, où on peut organiser la réconciliation entre l'urbain et le rural, c'est l'enjeu alimentaire. Aujourd'hui, les urbains, c'est pas comme hier. Ils veulent savoir ce qu'ils mangent. Et ils veulent du circuit court, ils veulent de l'authenticité, ils veulent du bio ou du pas bio. Mais ça peut être aussi de qualité sans être bio. Et tout le travail que nous faisons depuis quelques années, mais ça prend du temps, c'est de faire en sorte que dans nos besoins alimentaires, les cantines toulousaines, c'est 33 000 repas par jour pour les petits Toulousains. Eh bien, ces cantines toulousaines, au lieu de s'approvisionner en produits qui viennent de Scandinavie ou autre, c'est la situation que j'ai trouvée en étant élu en 2014, ils s'approvisionnent dans le Gers, dans le Comminges, dans le Lauragais, autrement dit dans la proximité. Et là-dessus, je suis assez content parce qu'on commence à avoir des résultats. Merci. Madame Rossamigno, la Banque des territoires s'est réorganisée, vous avez des directions régionales plus nombreuses. Quelle est la liberté qu'elles ont? C'est-à-dire à quel moment elles peuvent elles-mêmes choisir un projet territorial, adapter un outil à ce projet territorial sans avoir à en référer à Paris et sans spécifiquement suivre une stratégie nationale? Je réponds tout de suite à votre question. Je voudrais juste revenir sur un point qui me paraît indispensable et ça a été dit. Tout à l'heure, je parlais d'adaptation de l'offre au territoire et je voudrais aussi dire qu'il y a sans doute ce besoin de parler projet de bout en bout. C'est-à-dire l'ingénierie, on en a beaucoup parlé, c'est capital. Tant qu'on n'a pas transformé le projet politique en projet opérationnel, on n'y arrive pas. Donc de l'ingénierie à c'est essentiel et l'offre de la Banque des territoires aujourd'hui, c'est les trois. C'est conseiller, apporter de l'ingénierie, c'est financer, c'est opérer. Donc vraiment l'intégration de bout en bout. Après, pour répondre à votre question très rapidement, ce qui est important, c'est d'être plus proche des territoires. Et il est vrai que la Caisse des dépôts avait une image qui est très centralisée. C'est-à-dire les décisions se prenaient toutes à Paris. Aujourd'hui, 90% des décisions de prêt aux collectivités locales, aux OLS, sont décidées en région. Quel que soit le montant? 90% au total. Alors évidemment, quand vous avez des très gros montants qui engagent énormément la Caisse des dépôts, il y a un regard national et c'est bien normal. Sur l'investissement, on est en train de déconcentrer les décisions également pour donner plus de liberté aux directions régionales qui sont vraiment le bras armé aujourd'hui de la Banque des territoires pour être au plus proche des collectivités territoriales. On a 35 implantations. J'étais hier avec la direction régionale Occitanie et Thierry Raveau et ses équipes. Et l'idée, c'est de mailler encore davantage le territoire pour être au plus proche des projets. On est vraiment en résonance avec la notion de projet et la notion de développement territorial grâce au projet et la proximité, la réactivité et la simplification, et on a encore du chemin à faire là-dessus, la simplification permet sans doute d'avoir un rapport au temps sur le projet qui est meilleur.
Merci. C'est une question qui a été évoquée tout au long. Quand il n'y a pas de valeur monétaire, quand il n'y a pas de valeur vénale, etc., est-ce qu'il n'y a pas autre chose, et je crois que vous l'avez tous suggéré de votre point de vue, mais on va peut-être essayer de le développer un tout petit peu, autre chose à mettre en valeur, c'est-à-dire ces territoires sans qualité, évidemment qu'ils en ont des qualités, mais on ne les a pas vus, on ne les a pas trouvés parce qu'on avait d'autres références, comme vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, Monsieur le maire, vous parliez de l'alimentaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mettre en valeur, à essayer, à extraire, mais sans le piller? Oh, bien évidemment qu'il y a beaucoup d'autres qualités, et notamment la question du paysage. La question du grand paysage, qui est tout à fait adapté à cette dimension des échelles territoriales. Et je vais prendre un exemple, encore une fois, dans la métropole que je connais le mieux, c'est Nantes-Saint-Nazaire. Enfin, la grande l'estuaire de la Loire. À l'initiative de Jean Blaise, un acteur culturel, a été lancée une biennale de l'estuaire. Cette biennale de l'estuaire qui dispose des œuvres de grands artistes sur des espaces répartis dans ce territoire. En 99, quand dans un débat avec la plus petite des communes de cet estuaire, la commune de Lavaux, qui doit faire 200 habitants, sur la question métropolitaine, la maire me disait, mais nous, en quoi ça nous importe? En quoi on va en bénéficier? Rien du tout. Et puis en 2007, qu'a été lancée cette première biennale, le premier exercice de cette biennale, sur ce territoire a été installé par un artiste un promontoire pour monter et pouvoir regarder la Loire et apercevoir les éléments industriels comme naturels. Et ce promontoire est devenu un spot. Ce n'est pas un investissement lourd, ça n'est pas rien, mais c'est une petite chose qui a donné une valeur à un territoire, enfin, territoire, valeur qu'il avait, mais dont la prise de conscience n'était pas faite. Voilà. Et aujourd'hui, cette commune, avec un petit peu de développement d'activités commerciales autour, mais c'est pas ça l'essentiel, c'est le lieu qui a été magnifié et qui devient un spot touristique à la grande échelle. Merci. D'autres réponses, peut-être? Peut-être en lien avec ce qu'a dit Laurent Théry, mais aussi Monsieur le maire, je crois que s'il y a bien un registre qui se prête à des initiatives, donc de ce que moi j'appelle solidarisation plutôt que solidarité, donc horizontale, de dépassement des périmètres institutionnels et donc de mise en valeur réciproque, c'est toutes celles qui relèvent de la transition écologique. Alors bien sûr, le système agroalimentaire en fait partie, mais on peut penser à bien d'autres choses. Hein. Quand on réfléchit transition écologique, on réfléchit à l'échelle d'un écosystème qui associe des territoires très denses, des territoires peu denses. Hein. Et on pourrait en effet monétiser ce que finalement apporte à la métropole toulousaine les Pyrénées en air, en bois, en eau, en paysage, en ressources naturelles. Donc je pense que cette approche-là, elle est encore balbutiante, mais c'est un très grand levier pour sortir d'une forme de tyrannie territoriale et d'une tyrannie des périmètres. Et à un moment où, je veux dire, il faut mettre de l'horizontalité, il faut solidariser les territoires pour comprendre qu'ils sont liés dans tous les cas par des chaînes d'interdépendance. On le voit, la création de valeur en termes de richesse, c'est plutôt quand même le cœur des métropoles et c'est pas prêt de changer compte tenu des dynamiques. Mais il y a d'autres valeurs qui sont créées ailleurs, typiquement dans les franges, rurales ou périurbaines. Et de ce point de vue-là, sans entrer justement par une boîte à outils trop rigide, en effet, parce que je crois qu'il faut, là, faut laisser tomber, mais plutôt, on est à un moment, il faudrait essayer de trouver un mode d'emploi pour solidariser les territoires à l'échelle d'un bassin métropolitain sur les enjeux de transition alimentaire et écologique. Des réserves écologiques. Alors, j'aime pas le mot réserve parce que ça fait vraiment sanctuarisation, mais en tout cas, incontestablement, des interdépendances écologiques qui peuvent aujourd'hui se calculer. On a déjà un certain nombre d'indicateurs sur des bilans carbone, des contributions matières premières, etc. On pourrait tout à fait envisager de fonder des coopérations
là-dessus, comme j'ai pris la parole, je dirais un dernier mot, c'est que il faut peut-être arrêter de croire que l'espace du problème est forcément l'espace de la solution en France, en aménagement. Voilà, ça fait 40 ans, la politique de la ville, cœur de ville d'une certaine façon. Hein, ben parfois, l'espace de la solution est bien, bien plus vaste que l'espace du problème. Merci. Monsieur le maire, vous vouliez ajouter un... Juste un exemple concret sur ce qu'on a fait dans ce domaine depuis 2 ans. Donc on a coopéré avec un PETR, donc un pays rural du Gers. Le Gers, c'est un des départements les plus ruraux de France. C'est un département qui est confronté à des difficultés économiques réelles. Et c'est un département qui est mitoyen de la Haute-Garonne. Et démographiquement, il n'est pas vraiment en croissance. Pour autant, là où il y a croissance, 90% de la croissance du département du Gers se fait dans la partie est du département, c'est-à-dire la partie qui est au contact avec la Haute-Garonne. Et c'est une partie qui est, en réalité, presque au contact avec le pôle aéronautique, puisque le pôle aéronautique toulousain est situé à l'ouest de l'agglomération toulousaine. Et ce qui se passe, c'est que ces nouveaux Gersois, en réalité, ce sont beaucoup de personnes qui travaillent à Airbus ou dans le pôle aéronautique et qui ont fait le choix de vivre à la campagne et de construire ou d'acheter dans cette partie-là du Gers. Et ce que nous avons décidé de faire avec les élus gersois concernés et avec Airbus, donc on a fait quelque chose en étant 3 autour de la table, c'est que dans le cadre de la réorganisation du travail d'Airbus, de sa volonté de développer le télétravail, on est en train d'aménager 3 aires de coworking dans des chefs-lieux de canton que les élus gersois ont sélectionnés dans cette partie-là du Gers, parce que ce sont des endroits stratégiques, pratiques géographiquement. Ces aires de coworking, évidemment, il faut les équiper, il faut les numériser. Eh bien, là aussi, on se retrouve à 3 pour financer, au lieu de laisser seuls nos collègues gersois. Et avec ça, on crée une nouvelle attractivité économique. On évite des déplacements pendulaires supplémentaires, donc on diminue la pollution au profit de tous, et notamment au profit de l'agglomération toulousaine. On diminue la congestion à Toulouse, et Airbus y trouve son compte en termes d'objectifs professionnels. Alors ça, on est en train de le commencer, hein, ça fait 1 an grosso modo, mais il me semble, vous voyez, que c'est ce type d'approche collaborative où les acteurs sont en direct autour de la table, hein, sans qu'il y ait un surveillant en chef qui s'appellerait le conseil départemental, par exemple, et on travaille sur des solutions concrètes. Merci. Juste pour finir, Madame Rossamino. Comment est-ce qu'une banque prend en compte ces valeurs qui ne sont pas très faciles à quantifier? C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a dans notre feuille de route, si je puis dire... Mais concrètement, en fait. Le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique comme une priorité. Donc concrètement, quand on regarde un projet et qu'on mesure l'impact extra-financier d'un projet sur les tonnes de CO2 économisées, quand on regarde en biodiversité, parce qu'on n'en a pas parlé, s'il y a bien un sujet dans le périurbain sur lequel on doit pouvoir travailler, c'est la biodiversité, et qui concourt aussi de quelque chose que vous avez défleuré, qui est la beauté. Alors le paysage en fait partie, le bien vivre et le bien-être dans un territoire. Donc voilà, c'est des exemples très concrets, hein, biodiversité, tonnes de CO2 économisées. Voilà comment nous on appréhende aussi les projets de manière extrêmement concrète en impact extra-financier. Ce que je voulais dire, moi j'avais 3 mots peut-être rapidement pour laisser la parole. 3 points que je trouve très importants entre les territoires et peut-être en lien avec la métropole. Maîtriser l'étalement urbain, relier, c'est ce qu'a dit Monsieur le maire. Comment est-ce qu'on fait pour relier les territoires avec aujourd'hui les technologies nouvelles que nous avons et avec ce souci d'économiser aussi, on va dire, des temps de transport et du transport tout court. Et puis sur ces 2 points, coopérer
coopérer. Il y a pas 150 solutions. Finalement, c'est faire dialoguer les partenaires d'un territoire, tous les partenaires d'un territoire. Il y a le monde public, il y a le monde privé, et puis il y a les citoyens. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui coopérer et échanger avec les citoyens sur un territoire qui est parfois extrêmement diffus. Je pense que c'est le challenge qui est devant nous. Voilà. On fait un grand débat. Voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'on a un peu, qu'on est passé un peu au-delà de l'opposition rurale, urbain, et aussi de la France moche et de la France qui peut être belle et pleine de ressources. Il y a peut-être encore quelques minutes pour échanger avec la salle si vous avez des questions ou des commentaires. Ils sont les bienvenus et si vous pouvez éventuellement les adresser à qui vous voudriez avoir une réponse. Bonjour, je ne sais pas si je vais vous interpeller, mais je voulais quand même rappeler, comme l'avait dit Laurent, que le club a travaillé sur les grands territoires depuis plus de 15 ans et qu'à l'époque, ça n'intéressait personne. Très peu de monde. Hein. On a Éric Bérard, David Mangin, et quand on a sorti un livre, on a fait un flop. Et pourtant, on savait que ça existait, on savait que c'était là, et on avait observé les voisins. On avait observé les Allemands qui avaient fait l'Emscher Park, qui ont su travailler à des grandes échelles territoriales, mais ça, ce n'était pas à l'ordre du jour en France. Alors, je voulais apporter juste quelques nuances par rapport à ce que vous avez dit. Il n'y a pas que le périurbain. Il y a des territoires entiers qui souffrent. Par exemple, le bassin minier, ce n'est pas du périurbain. Il y a la Lozère, ce n'est pas du périurbain. Et c'est là aussi que ça se passe. Donc, monsieur le maire a montré les solidarités avec le Gers. C'est ce genre de choses qu'il faudrait développer, mais il faudrait aussi inventer des gouvernances à ces échelles. La Grande-Bretagne nous donne un exemple. D'abord parce qu'elle a arrêté l'étalement urbain, elle a arrêté les centres commerciaux depuis 15 ans. Et nous, on continue. Et les projets de centres commerciaux sont à l'œuvre. Et David Mangin, qui travaille là-dessus, le sait bien. On n'est pas très nombreux à se battre contre ça. Parce que les projets sont à l'œuvre. Hein. Les Imochamps et les autres font des grands projets qui continuent à fabriquer cette ville que vous dénoncez. Et puis, les Anglais, ils font quoi? Ils ont inventé les métromères à des échelles territoriales de la taille d'un département. Donc c'est intéressant, on peut regarder. On peut regarder aussi les Italiens, qui ont créé maintenant une mission pour travailler sur les territoires oubliés de la République. Et ça, c'est un grand sujet, et je vais finir avec ça. Vous avez évoqué le périurbain, mais en France, on a quand même deux types de territoires. On a ceux qui vont bien et ceux qui vont mal. Moi, je travaille sur le bassin minier, on a organisé un colloque là-bas. Ils font des projets et ils vont dans le sens de ce qu'a dit Laurent, c'est-à-dire à cause des projets, il y a maintenant des investisseurs qui viennent. C'est difficile, c'est lourd. Et puis on voit comment votent ces territoires, tous les territoires qui vont mal. Il y a des territoires qui vont bien, qui sont oubliés. Donc cette solidarité entre les territoires, elle est complètement indispensable. Je crois que l'exemple que vous avez donné, monsieur le maire, est tout à fait essentiel. Il faut aller très très au-delà de ce que vous dites, madame, c'est sauver les petites villes. Ça suffit pas de sauver les petites villes, parce que c'est pas une... Non, je ne veux pas vous critiquer. Je dis juste que, comme a dit Aurélien, on dit il y a un problème, on travaille sur les petites villes, puis on va travailler sur tel sujet. Or en fait, c'est des projets entiers qu'il faut faire. C'est des visions territoriales. Quand Michel Desvignes fait la chaîne des parcs sur le bassin minier, il crée du lien, c'est tout à fait extraordinaire et ça devient apte à faire des projets. Donc voilà, moi je vous appelle à aller très au-delà, quoi. C'est-à-dire surtout travailler sur cette France qui souffre, parce que cette France oubliée, qui n'est pas du tout la France autour des métropoles. Parce que derrière les métropoles, il y a les banlieues, ça va encore les banlieues, c'est très au-delà. Regardez derrière les Alpes-Maritimes ça va bien, derrière les Alpes-Maritimes ça souffre, beaucoup. Il n'y a pas de service, il n'y a rien. Donc comment on pense ces territoires, comment on travaille là-dessus? Je pense que c'est un des grands sujets. Et les aménageurs, ils iront là-dessus lorsqu'il y aura une commande. Les aménageurs sont payés par les pouvoirs publics. Et ces territoires sont abandonnés au privé, d'ailleurs. Hein. Peut-être juste une réponse, parce que je n'ai peut-être pas été suffisamment précise. La Banque des territoires, elle ne travaille pas que sur les petites villes. La Banque des territoires, elle travaille sur des projets. Et elle travaille aussi sur des territoires en jeu. Vous avez parlé tout à l'heure du bassin minier. La Banque des territoires est extrêmement présente sur le bassin minier, comme elle est sur Fessenheim, comme elle est sur des territoires d'industrie perdue, comme vous l'avez dit. Elle est certes sur des petites villes, mais aussi sur des plus grandes villes. Elle est sur des projets. Elle n'est pas sur une catégorie. Nous, on ne catégorise pas, les territoires. On est là où il y a des projets, où les projets font sens territorialement, où ils permettent de recoudre aussi la cohésion territoriale. C'est ça notre mission. Laurent Thierry, vous vouliez ajouter un mot, je crois.
C'est-à-dire que je voudrais, avant que ce débat ne s'arrête, aborder une dernière question, que c'est celle de l'intercommunalité. Parce qu'il me semble que l'intercommunalité... Vous voulez parler de la gouvernance, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ben oui. Cette intercommunalité a encore beaucoup à progresser. Aujourd'hui, on a tendance un peu à opposer le retour vers les communes et la progression de l'intercommunalité, avec des débats, avec des allers-retours sur ces questions. Je pense que c'est extrêmement important que l'intercommunalité progresse de façon substantielle, parce que pour répondre aux différents défis écologiques et de développement qui sont devant nous, la grande échelle est toujours nécessaire. Alors, c'est pas en opposition avec la commune. C'est pas en opposition avec cette fragmentation. Même si elle est à l'origine de ces difficultés. Elle existe, elle est là, elle est dans notre patrimoine. Donc les communes, il faut les préserver. Mais en même temps, il faut pouvoir faire en sorte que les projets se jouent à l'échelle de leur propre raison d'être, des réseaux qu'ils constituent entre eux. Et donc ça, on a encore quelque chose qui n'est pas déclenché vraiment et qui suppose qu'on combine les rapports entre communes et intercommunalité, mais sans les opposer, mais en faisant en sorte que les compétences, en tout cas sur les grands sujets, soient de plus en plus tournées vers l'intercommunalité et que les communes, elles, portent essentiellement le débat public, le débat citoyen, la représentation politique et peut-être l'interface entre les différentes collectivités. Mais en tout cas, il y a encore une nouvelle façon d'organiser cette relation entre les institutions du territoire. Et peut-être en rapprochant les compétences urbaines, sociales et de développement économique, qui sont aujourd'hui assez silotées. Oui, mais justement, il faut que ces intercommunalités puissent agir. Pour porter un projet de développement, il faut être transversal. Il faut pouvoir s'occuper d'économie, de déplacement, d'habitat, de culture, etc. Et donc, on a besoin d'avoir des grands territoires qui soient compétents à cette échelle. Aurélien Delpirou, je Trois vous points donne brefs pour réagir le mot de la fin. à l'intervention d'Ariella, toujours stimulante. Sur le diagnostic, je partage en partie. On a une très grande diversité de situations, de difficultés socio-économiques aujourd'hui en France. Donc c'est vrai que là, on a parlé des franges périurbaines. D'abord, il y a un périurbain qui va bien, il y a un périurbain qui va mal, mais il y a certains territoires qui cumulent un certain nombre de difficultés. Le bassin minier en fait partie. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'indicateurs un petit peu précis. Mais les difficultés ne sont pas toujours cumulatives. On le voit très bien avec Action Cœur de Ville, par exemple, le niveau de vacances commerciales dans les centres-villes, il est totalement indépendant de l'ampleur de la croissance démographique et des dynamiques économiques. Je peux vous donner des contre-exemples partout en France, entre Colmar, Dunkerque, Béziers, Narbonne, etc. Donc en fait, il y a vraiment une exigence de connaissance des difficultés propres à chacun des territoires. Sur la comparaison internationale, deuxième point, oui, mais on est en France, Ariella. On est un pays avec des faibles densités, avec un fractionnement communal absolument unique au monde, presque, avec une culture politique et technique qui est ce qu'elle est. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter non plus, donc avec des aménageurs puissants, etc. Des politiques urbaines à l'échelle nationale. Les Italiens, ils seraient très contents d'avoir une ANRU ou une caisse des dépôts. Quant à nos amis britanniques, on ne peut pas dire qu'en termes d'aménagement urbain public, les centres-villes de Birmingham et de Manchester soient des exemples en la matière. Mais je termine plutôt sur le dernier point. On en discutera plus tard. Sur le dernier point, alors là, je suis tout à fait d'accord, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin parce que moi, je suis très sensible aux initiatives. J'ai travaillé un petit peu sur le contrat de réciprocité avec le Gers. Il y a de la mutualisation, il y a des transactions réciproques autour de l'alimentation. Mais aujourd'hui, c'est un peu marginal quand même dans l'action publique. Faut quand même être honnête. Donc moi, je pense qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin et faire de la réciprocité, enfin, on peut l'appeler comme on veut, interterritorialité, réciprocité, mutualité, vraiment un principe générique et une condition de l'élaboration des politiques publiques en France aujourd'hui. Parce que sinon, encore une fois, on ne s'en sortira pas. Voilà. Merci beaucoup.